Nous ne sommes pas le premier lundi du mois d'avril 1625, mais cela tombe bien, le premier vendredi du mois d'avril 2023. Près de 400 ans nous séparent du récit retraçant les aventures d'un jeune Gascon désargenté du nom de D'Artagnan, monté à Paris pour devenir mousquetaire du roi Louis XIII. Mais ces mousquetaires, au final, combien sont-ils? 3, 4, 5 en réalité? Ça va dépendre des adaptations, car depuis le milieu du 19e siècle, leurs aventures ont été portées au cinéma une 40aine de fois, à la télévision une 20aine de séries et même en dessin animé et sur les planches, bien sûr. L'actualité nous y fait également référence puisque le film Les Trois Mousquetaires de Martin Bourboulon vient de sortir en salle. Alors comment expliquer toutes ces adaptations? Ce texte est-il intemporel, toujours d'actualité? On en parle avec nos invités bien sûr et avec Pierre Croze. Bonjour Pierre. Bonjour à tous. Notre partenaire du site babelio.com comme tous les vendredis. On en parle aussi avec la communauté du Book Club. Si je devais être un mousquetaire, je serais Porthos. Quel mousquetaire êtes-vous? D'Artagnan. Et à y réfléchir un peu, Athos et Aramis. Athos, parce que c'est le plus rigolo. France Culture, le Book Club, Nicolas Herbeau. Les trois mousquetaires. Vous avez été très nombreux à nous parler des Trois Mousquetaires et on va vous entendre évidemment tout au long de cette émission jusqu'à 13h30. Bonjour Claude Chappe. Bonjour. Vous êtes l'un des plus grands spécialistes d'Alexandre Dumas, j'ose le dire ainsi. Vous avez publié une biographie de l'auteur et des dizaines d'ouvrages sur lui. Le dernier en date s'intitule Vie mêlée, le Géorgien d'Alexandre Dumas aux éditions Équateur. Vous êtes aussi l'un des directeurs des Cahiers Dumas. Les Trois Mousquetaires sont publiés en 1844. Vous allez nous raconter sous quelle forme et comment cela a pu modeler ou non le texte. Mais d'abord, quelle est la place de cette œuvre dans la vie de Dumas et dans sa bibliographie? C'est un des premiers romans de Dumas, en fait. Il a commencé par le théâtre et il est arrivé au roman à la suite, en fait, du succès du feuilleton. Ce feuilleton a eu un succès extraordinaire avec Les Mystères de Paris. Et donc, c'est pour rejoindre, en quelque sorte, son ami Su dans la réussite qu'il a essayé d'écrire un roman. Quel roman? Il n'avait pas d'idée très très précise. En fait, ça aurait pu être aussi un roman sentimental, etc. Mais que s'est-il passé? Parmi tous les romans qu'il offrait à ce moment-là, le seul qui a eu beaucoup de succès, c'était Les Trois Mousquetaires. Il a dit, c'est la direction qu'il faut que j'emprunte. Et il a emprunté cette direction, inventant un genre qui est le roman historique français, en fait. Il a été lui-même surpris par le succès dès les publications? Oui et non. Vous savez, les écrivains pensent toujours qu'ils vont faire un succès. Alors donc, Dumas, qui était profondément optimiste, on n'a pas été plus surpris que ça. Ça lui était dû parce qu'il s'estimait avoir du talent. Alors on va parler de l'histoire, bien sûr, on va parler des adaptations, on va réfléchir ensemble sur cette idée des mousquetaires d'hier et d'aujourd'hui. Et pour cela, nous avons convié Clara Edouin. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, comédienne, metteuse en scène, autrice, scénariste. Avec Jade Urbolo notamment, vous avez lancé un projet intitulé Les Trois Mousquetaires, la série, un collectif qui s'appelle 49 701. Et votre projet, c'est en résumé une adaptation des Trois Mousquetaires pour le théâtre. On va en dire un peu plus, bien sûr, mais d'abord votre rencontre avec ce texte, avec ce roman. Comment ça s'est passé pour vous? En fait, ce roman est arrivé presque pour aligner des désirs de théâtre qui étaient présents avant lui. Un désir déjà de collaboration avec Jade Herbulot, du coup, avec laquelle j'étais amie, avec laquelle je commençais à travailler dans le cadre du studio Théâtre d'Asnières, et puis un petit peu avant à l'ENS Lyon, et aussi une promotion. Qui est donc ma promotion du studio Théâtre d'Asnières, donc une flopée d'acteurs extrêmement talentueux, beaucoup de garçons, ce qui est rare dans les promotions de théâtre. Donc il y avait déjà un désir de collectif à l'origine de ce projet. Et puis, il y avait un désir de fabriquer une aventure au long cours. Donc, non pas un seul spectacle, qu'on jouerait peut-être quelques dates et puis on n'en parlerait plus, mais plutôt se lancer dans un projet qui allait possiblement nous transformer. Évidemment, on ne se le disait pas comme ça, mais un projet au long cours, donc qui allait se fabriquer
épisode par épisode, chapitre par chapitre. Et donc, en discutant de ce désir-là, moi, que j'avais avec Jade, on commence à évoquer ensemble les grands romans du 19e. Peut-être c'était notre formation très littéraire qui nous a d'abord appelés, mais donc on a pensé à Flaubert, à l'éducation sentimentale, à Stendhal. Et puis, moi, j'avais aussi une autre inspiration, qui était l'inspiration d'un metteur en scène sur lequel j'avais travaillé en tant qu'étudiante et avec lequel j'ai un peu travaillé en tant que comédienne, qui s'appelle Gwenaël Morin, et qui fait du théâtre relativement pauvre, avec peu de choses, un théâtre très brut, très frontal, avec des grands textes, et qui parfois voyage hors des salles de théâtre, hors des boîtes noires, pour se fabriquer à vue sur le parvis, sur une place, sur un parking. Et ça m'intéressait beaucoup, le trouble que crée l'action théâtrale quand elle se fait hors de la boîte noire. Donc j'avais aussi ce désir-là, qui était un désir de sortir du décor habituel ou des lieux dédiés au théâtre pour aller faire du théâtre ailleurs, dans des espaces un peu incongrus et dont le contexte allait se mélanger à l'action. Et bref, à force de circuler dans Paris et de rêver à toutes sortes de lieux possibles, notamment de passer devant le Louvre et de se dire pourquoi on ne fait pas du théâtre dans ces endroits-là, pourquoi ces lieux-là ne sont voués qu'à la contemplation patrimoniale, pourquoi on ne peut pas inventer autre chose d'un peu plus ludique, et qui désordonnerait un peu les habitudes des corps dans ces endroits. Et là, tout d'un coup, je pense que c'est peut-être le Louvre, je ne sais plus exactement ce qui s'est passé, mais je repense aux Mousquetaires. L'idée me traverse. À peine rentrée chez moi, je refeuillette le début du roman que j'avais lu 1 an ou 2 avant. En fait, c'est un roman que j'ai lu assez tard. Et tout d'un coup, en lisant le premier lundi du mois d'avril 1625, etc., et en tombant dans l'auberge de Main-sur-Loire, qui est le premier décor du roman, je me dis immédiatement... mais en fait, il y a déjà du théâtre dans ce roman et tout est là, quoi. Tout est possible. C'est déjà jubilatoire et c'est déjà de l'action théâtrale. C'est évident aussi que les personnages sont aussi bien des archétypes de théâtre que des personnages romanesques. Bref, je rappelle Jade et je lui demande si elle a lu Les Trois Mousquetaires. Elle me dit non, je lui dis lis-le et nous voilà embarqués dans cette aventure. En fait, il y a un chef... En fait, il y a un chef d'une armée de méchants qui s'appelle le cardinal. En fait, la reine, elle est amoureuse de quelqu'un d'autre que le roi. Du coup, elle donne des bijoux à son autre amoureux, le duc de Buckingham. Puis après, le cardinal, ils l'ont vu. Et du coup, parce qu'en fait, lui, il repartait autre part. Et il n'allait plus jamais voir la reine. Et du coup, ils l'ont vu. Et du coup, il veut qu'il aille au bal, que le roi il fasse un bal, pour que le roi il lui dise de prendre ses bijoux. Et après le roi, comme ça, dès qu'il va arriver, il n'y aura pas les colliers. Du coup, il va penser qu'elle est amoureuse de quelqu'un d'autre. Voilà. Claude Chappe, c'est un jeu d'enfant, comme vient de le faire Constant, de résumer l'intrigue des Trois Mousquetaires. Oui, c'était très complexe. Moi, j'admire cet enfant. Hein. Je n'emploie pas l'expression du coup, parce que c'est assez nouveau, mais sans ça, c'est parfait, en fait. Quels sont les ingrédients de ce roman ? Là, on a une histoire résumée, mais qu'est-ce qui fait qu'on est dans l'action en permanence ? Parce que Dumas l'a décidé. Hein. Tout son théâtre était fondé sur cette notion de entrer immédiate dans l'immédiateté. Il fallait entrer. Donc bon, ça c'est normal. Ensuite, que me demandez-vous ? Quels sont les ingrédients de ce roman ? Pourquoi ça fonctionne ? À vrai dire, il me semble que c'est le succès du roman, son succès universel, est très difficile à organiser, mais on peut supposer que Les Trois Mousquetaires, c'est beaucoup plus qu'un roman. C'est un mythe, vraiment. C'est un mythe, c'est-à-dire un mythe plastique, d'où la possibilité d'avoir toutes sortes d'adaptations qui sont qu'on ne juge pas, en fait. Ce sont des adaptations, mais tout est possible avec ce roman, puisque ça parle essentiellement d'un thème fort, l'amitié virile, en définitive, c'est grosso modo ça. Bon, maintenant, ce sera certainement une amitié plus féministe, naturellement. Mais donc, j'avoue que tout travail sur les Mousquetaires passe par ce mythe de l'amitié, en fait. Clara, vous êtes d'accord ?
Absolument. Comme je vous l'ai dit, nous, c'est d'abord l'amitié en fait qui était à l'origine de la formation de notre collectif et puis de notre désir de travailler ensemble. Et c'est parce que ce roman, d'une certaine manière, parlait d'amitié que tout d'un coup, il a semblé parfaitement nous convenir. Aussi peut-être parce que quand on a commencé, on avait l'âge des héros. Après, est-ce que c'est simplement une amitié virile ? Moi, j'en suis pas sûre du tout. D'ailleurs, je suis une femme et j'ai été attrapée par ce roman de façon absolue. Et je crois qu'il s'agit surtout, et ce qui est assez rare en fait, j'ai pas tant d'autres exemples à part le Club des 5 ou des romans des romans de jeunesse très populaires. J'ai pas trop d'autres exemples de mythes de la bande en fait, parce que l'amitié, on l'a dans des grands textes fondateurs, par exemple Gilgamesh avec Gilgamesh Enkidu et tout ça. Mais c'est quoi l'amitié à plus de 2? À partir de 3, de 4, faire bande, être une bande, qu'est-ce que c'est ? Et en fait, c'est quelque chose d'assez fort. Et je pense qu'il nous attrape aussi à un certain âge de la vie. C'est peut-être pour ça que Les Trois Mousquetaires sont considérés comme un roman jeunesse. Moi, j'avoue que c'est pas non plus totalement étranger au fait que je sois fille unique et que j'ai eu toujours très envie d'avoir une bande d'amis autour de moi. En tout cas, il y a quelque chose de très fort, en effet, qui se joue à cet endroit-là et qui est assez exceptionnel, finalement, dans l'histoire de la littérature. Pierre Croze, chez les lecteurs de babelio.com. Oui, c'est intéressant, on retrouve exactement cette idée sur l'amitié. Pour certains, c'est l'un des grands livres sur l'amitié. Les Trois Mousquetaires, c'est plus qu'un simple roman, c'est juste un des plus épatants récits sur l'amitié qui ait jamais été écrit. Amant, volage et inconstant, Dumas fut en revanche un excellent ami. Et s'il n'a jamais été à l'aise avec la romance, il a toujours su parler avec talent de camaraderie et de fraternité. Et surtout, faire partager ses sentiments à ses lecteurs. Et certains lecteurs ont utilisé le terme de loyauté pour parler de ce roman. Les Trois Mousquetaires est une lecture presque d'utilité publique. Comment apprendre la loyauté envers ses amis ou le sens de l'honneur quand on n'a jamais lu ce roman ? Waouh. On va écouter justement Anaïs qui poursuit un petit peu cette idée et qui nous parle des valeurs qui sont véhiculées dans ce roman d'Alexandre Dumas. Salut le Book Club. À la question « Quel mousquetaire êtes-vous ?», j'ai répondu « D'Artagnan » et à y réfléchir un peu, Athos et Aramis. Alors pourquoi D'Artagnan ? Parce qu'il est ambitieux, courageux et loyal. Il ne marche sur personne pour réussir et il est respectueux envers ses pairs. Il est aussi rusé. Il essaye toujours de retomber sur ses pattes, un peu comme un chat. Il a bon cœur et surtout, il aime sincèrement. C'est un cœur tout mou en amour. Et je suis un peu comme ça. Claude Chops, c'est un héros mythologique, vous dites, d'Artagnan et les mousquetaires. Ce sont ces valeurs, ces idées-là qui font qu'on est attrapé, on est alpagué par l'histoire et par leurs aventures ? Oui, bien sûr, mais disons que les Trois Mousquetaires avaient d'autres vertus. En fait, des vertus là, beaucoup plus historiques, au fond. Parce que, en creux, c'est un contre Louis-Philippe, à vrai dire. C'est-à-dire, c'est l'arrivée du panache dans une période dépourvue de panache. Donc il y a ça aussi qui sous-tend l'espèce de vigueur absolue du texte, en fait. Ce n'est pas la bourgeoisie peu intéressante pour un artiste, ce sont les artistes qui comptent d'abord. Donc je crois que chez Dumas, il y a ça, il y a la condamnation en fait, le Bonacieux. Bonacieux, c'est le type même mais malheureusement, on s'aperçoit aussi qu'il y a la tentation, non pas chez les maîtres, mais chez les valets, la tentation de la bourgeoisie et du commerce. Et donc, on peut aussi lire de façon différente. C'est vraiment un roman très, très riche, en définitive. Et d'où on peut expliquer cela comme ça. Clara Edouin, sur les personnages. Oui, je réagis à la dimension sociologique du roman dont vient de parler Claude Chops, parce que nous, ce que vient d'expliquer Claude au regard la question de la bourgeoisie versus l'aristocratie dans le roman, en fait, c'est assez éclairant, ça a été éclairant pour nous pour savoir quels allaient être nos choix d'adaptation et même nos choix esthétiques. Parce que pour ne pas tomber finalement dans une adaptation qui glorifie l'attachement royal ou juste le type d'héroïsme des mousquetaires en tant qu'ils sont attachés à défendre la France, la patrie. Enfin, ça, c'est un peu compliqué pour nous aujourd'hui de défendre ça. En revanche, si on se dit non, attends, dans le roman, les mousquetaires sont simplement l'inverse
d'une bourgeoisie un peu médiocre, attachée à ses intérêts, en effet incarnée par Jacques-Michel Bonacieux, le mari de Constance Bonacieux, dont va tomber amoureux d'Artagnan. Si c'est ça l'épaule, s'il y a d'un côté l'intérêt un peu mesquin, le petit couple bourgeois, la sécurité, le contrôle de ses biens, etc., et bien là, c'est facile d'inventer un héroïsme qui va contre ça. Et nous, c'est aussi comme ça qu'on a pu, à un moment donné, se dire les mousquetaires, ça va être l'inverse de ces figures-là que vont défendre les gardes du cardinal, puisqu'il fallait du coup dessiner ces deux grandes forces. Et donc, les gardes du cardinal sont devenus des avatars de la police nationale dans notre adaptation. Et du coup, là, tout d'un coup, on était sauvés un peu idéologiquement, puisque les mousquetaires, c'est ceux qui se battent contre un état de contrôle et un état sécuritaire. Et donc, les mousquetaires deviennent force de désordre, et une force, en effet, dotée de panache. Et ça devient une force épique qu'on peut défendre, ça devient des héros qu'on peut défendre. Est-ce qu'on peut dire un mot, Claude Chope, justement de cette compagnie des mousquetaires? Qu'est-ce qu'elle représente à cette époque-là, au XVIIe siècle, et comment elle est vue au moment où Alexandre Dumas écrit? Je crois que comment dirais-je, ces mousquetaires, c'est une sorte de police royale, en fait. Hein. Ça n'a pas... On en fait quelque chose de, justement, d'admirable. On voit les capes qui volent, etc. Mais non, c'était véritablement, tout simplement, des gardes rapprochés pour préserver la vie du roi. En fait, c'est des agents de protection, c'est tout. Mais du coup, puisqu'il faut pas le dire, mais vous pouvez le dire. C'est grâce à Alexandre Dumas qu'on en a une image un petit peu idéalisée, très idéalisée, que la figure du mousquetaire est arrivée jusqu'à nous avec cette idée cette aura, oui. Cette aura et cette aura de héros presque. Ah oui, oui, non, il y a eu une transformation héroïque des personnages médiocres, en fait. Et à vrai dire, quand on parle de bourgeoisie, D'Artagnan, au fond, son cœur balance entre... Il est là, pas par idéalisme, il y a un moment... Enfin, disons, dans Les Trois Mousquetaires, oui, mais après, il sombre dans un... Il est tenté par la bourgeoisie. Il est tenté par la bourgeoisie et par les sucreries de Planchet. Alors on a parlé de l'écriture, on en a dit un mot tout à l'heure, c'est d'abord publié comme feuilleton dans la presse, 1840, c'est le moment où la presse, il y a un essor très important, et pour vendre des journaux, on met en place ce feuilleton qui permet donc au public et aux Français de s'abonner à la presse et donc de leur donner de l'argent, et donc il faut absolument quelque chose pour faire revenir les lecteurs. On invente ce feuilleton et ça va donc permettre à Alexandre Dumas d'écrire Les Trois Mousquetaires. Comment est-ce que ça se ressent dans le texte précisément? On sait ensuite que lui va l'adapter lui-même pour le théâtre, mais ça donne quasiment une série en tant que telle. Oui, mais là, il y a une vision un peu fausse de la plupart d'entre les commentateurs des Trois Mousquetaires. C'est-à-dire qu'on dit que c'est qu'il écrivait au jour le jour, ce qui est une absurdité totale, parce que c'est impossible. Enfin, ce qui se passait, c'est que il y avait l'entrée, très simplement, disons que quand... Oui. Il y avait en tout cas une écriture particulière, puisqu'il y a cette publication dans le feuilleton, il y a aussi c'est une écriture collaborative, donc il écrit de façon particulière. Il écrit de façon particulière. Non, mais ce qui est évident, c'est que ce n'est pas une écriture au jour le jour, ils viennent vers les directeurs de journaux avec... un volume, 2 volumes, tout dépend. Et à ce moment-là, véritablement, cela fonctionne. Mais l'écriture au jour le jour, c'est une légende totalement absurde. On ne voit pas comment, surtout Dumas habitant Saint-Germain-en-Laye et d'autres, son collaborateur Maquet habitant à Paris, ce serait impossible. Donc c'est vers la fin, lorsque la machine est bien engrenée,
qu'on commence à écrire au jour le jour, on se permet. Et puis, ce qu'il faut dire, c'est qu'il a écrit 4 feuilletons en même temps. C'est-à-dire qu'il faut qu'il fournisse, avec son ami Maquet, ils sont au four et au moulin, ils n'ont pas le temps de respirer. Hein. C'est une écriture de jour et de nuit, absolument. Clara Hédouin, les Trois Mousquetaires ont donc été aussi portés sur scène par Alexandre Dumas. D'abord, qu'est-ce qui vous donne envie de le remettre sur scène à votre façon? Il y a quelque chose d'une matière romanesque qui est très importante. Il faut faire des choix quand on décide de le transformer en pièce de théâtre et de le porter comme ça et de le mettre en scène. Absolument. Il faut faire des choix, il faut accepter de couper des choses. Après, on s'est offert le luxe d'aller assez loin dans la fidélité au texte, et ça, c'était permis par le format. Puisque nous aussi, on a adopté le format non pas du feuilleton littéraire, mais on pourrait dire du feuilleton théâtral, de la série théâtrale. Ce qui a permis de garder aussi énormément de choses, énormément d'intrigues secondaires et de personnages de second plan. Et c'est drôle parce qu'en écoutant Claude Chope, je me disais, aussi bien pour Dumas, c'est sans doute une légende de l'écriture au jour le jour pour nous. Donc on s'est rapidement retrouvés à 3 avec Romain Debec de Lièvre, Jade Herbulot et moi. Et on s'est mis à écrire année après année, saison après saison. Je dis saison puisque c'est le nom qu'on a donné à chaque spectacle recouvrant un certain nombre de chapitres. Donc on a avancé comme ça par groupe de dizaines de chapitres et année après année entre 2012 et 2018. Et on se retrouvait comme une petite cellule d'écriture dans un appartement de Paris. Alors pour le coup, à l'inverse de Dumas qui habitait à Saint-Germain-en-Laye, nous c'était possible, on habitait à quelques rues les uns des autres, donc on se retrouvait, on buvait beaucoup de café et on passait des week-ends comme ça à écrire en relisant à haute voix le roman et en disant ça on garde pas, ça va être très facile, regarde, on va mettre un journaliste qui va décrire cette situation et du coup ça va nous permettre de le raconter plus vite mais de le garder et tous les choix se sont faits un peu dans ce cadre-là, dans cette cellule d'écriture à 3 qui a été extrêmement jubilatoire, extrêmement joyeuse. Et voilà. Qu'est-ce que vous vous dites quand vous... Claude Chope, je voulais surtout insister en disant la jubilation est aussi pour le spectateur. J'ai eu la chance, il y a 3 ou 4 ans, je ne sais plus, de voir 2 des séries à l'Hôtel de Sens et à la Bibliothèque historique de la ville de Paris. C'était véritablement une merveille de fraîcheur pour moi qui avait perdu en fait ce sens, ma fraîcheur vis-à-vis des Trois Mousquetaires. Je le connaissais trop et là, je le redécouvrais avec vraiment délice, vraiment. Merci beaucoup. France Culture. Je suis Charles d'Artagnan. Le Book Club, Nicolas Herbeau. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours rêvé d'être mousquetaire. Nous parlons donc des Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas, de ses adaptations, de ses nombreuses adaptations depuis le milieu du 19e siècle. Nous sommes avec Claude Chope, l'un des plus grands spécialistes d'Alexandre Dumas, et avec Clara Hédouin, pardonnez-moi. Je vais recommencer avec Clara Hédouin, comédienne, metteuse en scène, autrice. Et vous avez notamment adapté Les Trois Mousquetaires au théâtre et en série télé. On va en parler dans un instant. D'abord, Pierre Croze, c'est une œuvre qui est connue. Tout le monde connaît Les Trois Mousquetaires, mais pas si connue que ça, en fait, quand on parle du texte en lui-même. Beaucoup de gens sont revenus évidemment au roman après avoir vu des adaptations au cinéma ou au théâtre. Ils sont toujours un peu surpris de voir que les réalisateurs ont souvent pris des libertés avec le texte. Je suis surprise de constater à quel point on croit connaître les personnages des plus grands classiques de la littérature sans en avoir lu l'œuvre mère. L'image véhiculée ne correspond pas vraiment au personnage de Dumas, en parlant évidemment des Trois Mousquetaires. Je connaissais évidemment les Trois Mousquetaires pour avoir vu des films ou autres, mais lire l'original donne une toute autre version de cette histoire. Alors que je voyais Athos, Porthos et Aramis comme des gaillards courageux, toujours prêts à en découdre, je les ai découverts pieux, sombres, drôles. Je me suis aussi rendu compte que c'est D'Artagnan qui mène la danse, lui, le petit nouveau. Alors peut-être une question pour tous les deux. Comment est-ce que vous voyez, vous, les différentes adaptations qui ont été portées au cinéma ou à la télévision ou au théâtre? Est-ce que vous espérez vous-même, il y a un film qui sort là cette semaine, est-ce que vous espérez des œuvres les plus fidèles possibles ou pas forcément? Alors, pour ma part, je suis contre la fidélité en matière d'adaptation. La seule chose qui vaille, c'est véritablement, lorsque prenons le texte de Dumas,
le metteur en scène ou le cinéaste s'approprie l'œuvre et en fait autre chose. Enfin, je pense que pour moi l'idéal, c'est un petit peu la Reine Margot avec Adjani, dans la mesure où la trahison de Chéreau était évidente d'un bout à l'autre, mais ça devenait une œuvre de Chéreau à part entière. Donc ça, c'était intéressant. Donc je crois, là, le nouveau film... la trahison est aussi permanente, mais acceptable. Et bon, le résultat n'est pas totalement convaincant, mais relativement intéressant. Clara Edouin, vous avez accepté de trahir le texte d'origine, vous aussi? Absolument, oui, j'adhère complètement au point de vue de Claude Choep là-dessus. Il n'y a pas de fidélité qui va. Il est important quand on crée une œuvre, quelle qu'elle soit, c'est de la réussir, je ne sais pas si ça a un sens, mais de la rendre la plus généreuse possible, la plus importante, au sens qu'est-ce qu'elle va pouvoir faire pour transformer la vie de ceux qui vont la regarder. Donc la plus bouleversante, la plus étonnante, la plus porteuse de réflexion pour le monde d'aujourd'hui. Et ça, évidemment, que pour ça, il faut prendre des libertés avec un texte, surtout quand ce texte date du 19e. Lui-même, Dumas, en fait, prend des libertés avec, comme le disait Claude tout à l'heure, avec l'univers des mousquetaires, avec la réalité historique à laquelle il se réfère. Donc, si on essaye de parler à des lecteurs ou des spectateurs, qu'ils soient de théâtre ou de cinéma aujourd'hui, oui, il faut trahir, absolument. Et pourtant, Claude Choep, vous dites que l'écriture de Dumas n'a pas vieilli, qu'il a créé quelque chose au milieu du 19e siècle, quelque chose quasiment de révolutionnaire, vous dites. C'est-à-dire, je pense que c'est le théâtre. Homme de théâtre, il est resté homme de théâtre en écrivant son roman. Et par là même, je pense qu'il y a une écriture tout repose sur la rapidité. Chez Dumas, tout est rapide. Et donc, la rapidité d'écriture, qui est la sienne, va correspondre à une rapidité de lecture qui est la nôtre. C'est-à-dire, là, il y a quelque chose qui est très proche. Et je crois que, bon, voilà, donc j'ai du plaisir. Et puis, ce qu'on oublie trop souvent, c'est l'humour. Dumas est drôle avec esprit, avec intelligence. C'est véritablement le contraire de ce brave homme un peu pâteau qu'on a tendance à présenter. C'est véritablement l'homme de l'esprit 19e. Alors, on n'a plus toujours le même esprit, mais c'est quelqu'un qui aime les maximes, le texte et La Rochefoucauld est souvent cité justement comme l'homme des maximes. C'est l'homme de l'esprit. De l'esprit, de la conversation aussi. Vous dites que son écriture a la saveur d'une conversation. Il y a des dialogues en permanence. Il n'y a quasiment aucune longue description comme on peut les imaginer dans les romans du 19e siècle. C'est ça aussi qui fait sa fraîcheur, sa rapidité et peut-être aussi son côté très actuel, Clara Edouin. C'est vrai que tout va très vite chez Dumas et que ce n'est que de l'action quasiment tout le temps. Donc ça rend possible en effet pour nous. Ça a rendu possible une adaptation, quand bien même on n'était pas du tout aguerris, nous trois, Romain, Jade et moi, à cet exercice. Et pourtant, en fait, ça a été assez rapidement. Ça a été facile au début de se dire, on coupe, on enlève un peu le gras et en fait, l'ossature du roman devient très vite un texte de théâtre. Mais parce qu'il y a de l'action tout le temps. Et en effet, cette vélocité des événements, ce caractère perpétuellement rebondissant de l'action, chez nous, se traduit par des courses des acteurs d'un bout à l'autre des espaces qu'on occupe, qui sont jamais des espaces donc de théâtre, comme je vous le disais tout à l'heure, mais des lieux, des contextes, des cours d'immeubles, etc. Et ça nous a donné un langage théâtral, en fait. Ça nous a donné la possibilité d'inventer une sorte de théâtre épique, un théâtre d'action, comme on parle de cinéma d'action, mais dans la rue, dans l'espace public. Et effectivement, je dirais que, pour revenir aussi sur ce qu'on disait juste avant, il y a quelque chose d'extrêmement jubilatoire à la lecture. Il y a un principe de plaisir qui nous a permis de durer dans le temps. C'est parce qu'on avait toujours extrêmement parce qu'on avait de la joie et du plaisir à se retrouver, qu'on était guidé par les retrouvailles avec le roman, par les retrouvailles entre nous et par les retrouvailles avec le public, qu'on a pu durer 6 ans et adapter sur le long terme ce roman-là. Alors, puisqu'on s'interroge sur est-ce que les Trois Mousquetaires sont toujours actuels, est-ce qu'ils nous parlent toujours, on a demandé à nos lecteurs et lectrices du Book Club sur notre page Instagram qui sont les mousquetaires d'aujourd'hui. Réponse d'Éléonara, Adrien et Anaïs.
Je retrouve la figure d'Aramis, enfin, en tout cas quelque chose de la figure d'Aramis dans certains personnages de Tarantino, par exemple, chez Goliarda Sapienza, avec cette liberté, cet individualisme et cet altruisme également. Et puis aussi, plus récemment, dans le roman et dans l'auteur que je suis en train de lire, c'est-à-dire Les Éclats de Bret Easton Ellis. Voilà, cette liberté de penser et cette fulgurance. À la question de challenge, qui incarne la figure de D'Artagnan aujourd'hui? À mon sens, je dirais un jeune diplômé qui arrive dans le monde du travail, prêt à se battre, à en découdre, courageux, ambitieux. Porthos, c'est aussi un exemple projeté à notre époque. La confiance, la fidélité, la candeur de Porthos ne sont pas des faiblesses. Au contraire, selon moi, elles sont la preuve d'une immense grandeur d'âme. Et vous retrouverez évidemment en détail Adrien, Anaïs et Éléonara sur notre page internet, page de franceculture.fr et sur notre page Instagram. Il y a des choses qui vous parlent, j'imagine. Clara Edouin, notamment Tarantino, c'est l'une de vos références, de vos influences aussi? Oui, oui. Oui, parce que c'est vrai que des films comme Kill Bill, comme Inglourious Bastard, même Django, ont cohabité avec nous pendant toutes ces longues années d'écriture et de réflexion sur ce roman, et que là aussi, il y avait dans les références, il y avait quelque chose de... Qu'est-ce qu'on aimait en fait, nous? Donc c'était toujours le principe de plaisir et l'humour et la joie des références qui guidaient un peu nos choix. Donc Tarantino, Jacques Tati, Almodovar. En fait, quand j'y pense et quand je les cite là, on parle que de réalisateurs avec beaucoup d'humour. Et ça, c'est le point commun avec Dumas. Sur ce que disaient à l'instant donc les trois personnes interrogées, c'est drôle que Goliarda Sapienza sorte. Je ne m'attendais pas du tout à cette référence. Et pourtant, on parle de l'art de la joie, donc ce n'est pas non plus complètement anodin. Je ne sais pas si pour autant la liberté de penser, c'est quelque chose qui fait partie de l'œuvre. J'ai l'impression qu'il y a la possibilité de la déviation, de la ruse, de l'interdit chez D'Artagnan, mais chez Aramis, Porthos et Athos, ce qui prévaut, c'est quand même la fidélité à un code d'honneur, à la reine de France. Donc, on est dans une logique presque d'amour courtois revisité. Donc, il y a tout un code chevaleresque qui préside à leur conduite et dont ils ne dévient pas tant que ça, en réalité. Après, dans les replis du roman, et ce qui est là raconté dès l'opus, le premier opus du film, c'est l'histoire d'Athos. L'histoire d'Athos, elle est très sulfureuse, très problématique, et elle est rarement racontée en fait dans les adaptations du roman. Là, c'est intéressant qu'elle soit là présente tout de suite dans le film de Bourboulon. Et donc oui, Athos, lui, n'est pas tout à fait fidèle au code auquel il est assigné. Mais pour autant, je ne crois pas que la liberté de penser soit vraiment ce qu'on peut attacher aux mousquetaires, même si ce sont des êtres audacieux, courageux et plein de malice, mais c'est autre chose. Claude Chappe, pour conclure, pourquoi est-ce qu'il faut relire ou lire, découvrir les Trois Mousquetaires aujourd'hui? Oui, c'est ce qui est la particularité des Mousquetaires. En fait, à mon sens, c'était le genre de livre que l'on connaît sans l'avoir lu. Et on voit là, vous entendre, qu'il a fallu un déclencheur relativement récent. Ce n'est pas une littérature de jeunesse, c'est une littérature d'adulte. Et malheureusement, les adultes qui croient que c'est une littérature de jeunesse ne le lisent pas suffisamment. Et je crois que là, le déficit de lecture chez Dumas, ça s'impose. Il faut croire que le film et autres choses vont permettre une nouvelle lecture du roman. Et ça, c'est une bonne chose, évidemment, de donner envie de lire. C'est aussi le but du Book Club. Merci beaucoup, Claude Chappe, d'être venu nous parler des Trois Mousquetaires. On met toutes les références de vos ouvrages sur notre site internet. Et le dernier livre que vous avez publié à l'automne dernier, c'est Vie mêlée, le Géorgien d'Alexandre Dumas aux éditions Équateur. Merci beaucoup, Clara Edouin. Votre pièce Les Trois Mousquetaires, adaptée en série télé avec Jade Herbulot et Romain de Becq-de-Lièvre, notre camarade producteur à France Culture, disponible juste depuis janvier sur France
France.tv. Et comme la programmation vient d'être dévoilée du 17 au 24 juillet, on vous retrouvera au Festival d'Avignon avec une nouvelle épopée romanesque à l'air libre avec Que ma joie demeure de Jean Giono. Merci d'être venu dans le Book Club. Merci à Pierre Croze également, notre partenaire de babelio.com. Et si vous voulez prolonger la réflexion sur les Trois Mousquetaires, rendez-vous sur l'appli Radio France. Vous retrouvez ma camarade Géraldine Mosna-Savoie qui a consacré un numéro de Sans oser le demander aux Trois Mousquetaires en réécoute sur franceculture.fr. France Culture, le Book Club, Nicolas Herbeau. L'épilogue dans un instant, mais de qui nous parle Mathias Hénard cette semaine dans ses Incipits ? Poursuivons l'exploration de mes obsessions débutantes par une question. Comment est-ce que le plus grand romancier de tous les temps, ou pour le dire de façon plus nuancée, celui dont les romans dégoulinent le plus de romanesque, à qui le terme romanesque s'adapte le mieux, à tel point que vous êtes en train de deviner, chères auditrices et auditeurs, de qui je parle? Il porte moustache, chevelure frisée, et c'est du moins ainsi qu'on nous le décrit, un certain embonpoint. Comment est-ce que le plus grand romancier de tous les temps, j'ai nommé donc, vous l'avez reconnu, Alexandre Dumas, le père, le seul, l'unique Alexandre le Grand, comment débute-t-il un roman ? De quelle façon s'ouvre un sommet du romanesque, donc, comme les Trois Mousquetaires ? Ainsi, après une préface dans laquelle il est établi que, écrit Dumas, malgré leurs noms en os et en is, les héros de l'histoire que nous allons avoir l'honneur de raconter à nos lecteurs n'ont rien de mythologique, après une préface dans laquelle il précise les relations qu'entretiennent Athos, Porthos et Aramis avec la grande histoire, voici comment Dumas se lance dans les aventures des mousquetaires. Le premier lundi du mois d'avril 1625, le bourg de Maing, où naquit l'auteur du roman de la Rose, semblait être dans une révolution aussi entière que si les Huguenots en fussent venus faire une seconde Rochelle. Plusieurs bourgeois, voyant s'enfuir les femmes du côté de la Grand-Rue, entendant les enfants crier sur le seuil des portes, se hâtaient d'endosser la cuirasse et, appuyant leur contenance quelque peu incertaine d'un mousquet ou d'une pertuisane, se dirigeaient vers l'hôtellerie du Franc-Meunier, devant laquelle s'empressait, en grossissant de minute en minute, un groupe compact, bruyant et plein de curiosité. Les Trois Mousquetaires commencent certes par préciser ces incontournables de l'Incipit que sont le temps, le premier lundi du mois d'avril 1625, et le lieu, Maing, aujourd'hui sur Loire, c'est-à-dire à proximité d'Orléans. Mais aussi par intriguer le lecteur, le pousser à tourner la page en décrivant une agitation guerrière, un mouvement de foule trouvant son origine face à l'auberge. Et Dieu sait si Dumas s'y connaît en auberge. Et donc voici la cause, quelques lignes plus loin. Un jeune homme. Traçons son portrait d'un seul trait de plume. Figurez-vous Don Quichotte à 18 ans. Don Quichotte décorcelé, sans haubert et sans cuissard. Don Quichotte revêtu d'un pourpoint de laine dont la couleur bleue s'était transformée en une nuance insaisissable de lit de vin et d'azur céleste. Visage long et brun, la pommette des joues saillantes, signe d'astuce, les muscles maxillaires énormément développés, indice infaillible auquel on reconnaît le Gascon, même sans béret, et notre jeune homme portait un béret orné d'une espèce de plume. Outre le personnage en soi, vous avez reconnu D'Artagnan bien sûr, c'est l'ironie et le ton plaisant de Dumas qui font, déjà dès la première page, cavaler le roman. Car ça cavale, ça fonce, toute bride abattue, les Trois Mousquetaires. Et l'Incipit en est bien le coup de pistolet de départ. Les Incipits de Mathias Hénard à réécouter sur franceculture.fr et sur l'appli Radio France. Un grand merci à toute l'équipe qui prépare chaque semaine et chaque jour le Book Club. Anouk Delfino, Oriane Delacroix, Zora Vignet, Jeanne Grappard, Didier Pinot et Alexandra Lebegovic. Merci à toute l'équipe et à Thomas Beau qui réalise cette émission. À la prise de son ce midi, Florent Bujon. On termine comme chaque jour avec l'épilogue. On coupe, on enlève un peu le gras et en fait, tout d'un coup, en lisant le premier lundi du mois d'avril 1625, etc. Les Trois Mousquetaires avaient d'autres vertus. C'est l'arrivée du panache dans une période dépourvue de panache. Et ça m'intéressait beaucoup, le trouble que crée l'action théâtrale quand elle se fait hors de la boîte noire. Il y a eu une transformation héroïque des personnages médiocres, en fait. Et donc les mousquetaires deviennent une force, en effet, dotée de panache, et ça devient des héros qu'on peut défendre. C'est la direction qu'il faut que j'emprunte.